Bonjour à tous. Je vais vous présenter brièvement Sandrine Manéo, du coup, son parcours et un peu son travail. Alors, Sandrine Manéo, c'est une artiste peintre née en 1974 qui travaille actuellement à Berlin. Elle a fait ses études aux Beaux-Arts de Montpellier, où elle a notamment eu comme professeur Daniel Deuzeuse et Patrick Sétour, qui sont deux anciens membres du groupe Support Surface. Elle y a aussi eu Jean Loeb et Carlos Kusnir. Par la suite, elle travaille à la galerie Aperto à Montpellier et dans un même temps assistante avec Patrick Sétour. Ensuite, elle part vivre à Berlin en 2006 avec son compagnon et leur jeune fille. Là-bas, elle travaillera avec la galerie Bernard Jordan. Son travail de peinture s'oriente principalement autour de la couleur et des questions picturales, dans la continuité en fait des peintures du groupe Support Surface, ou même un peu du color field américain. C'est une peinture qui ne fait pas appel à un extérieur, mais qui existe formellement en elle-même en fait. Pourtant, en grattant un peu plus, on découvre que c'est pas des peintures qui sont si abstraites que ça. Sandrine s'intéresse énormément à des concepts naturels comme les aurores boréales, l'espace, les planètes. On peut aussi noter l'influence d'idées scientifiques comme l'infiniment grand ou l'infiniment petit d'Emmanuel Kant. Aussi un peu de psychanalyse, notamment avec le ça par rapport à des questions qui sont plus liées à l'inconscient, à la pulsion, à ce genre de choses. En cela, c'est des œuvres qui se retrouvent chargées d'une forte sensibilité et de plusieurs niveaux d'évocation, tant formels que spirituels. C'est un positionnement qui questionne la peinture abstraite contemporaine, tout en donnant à voir un univers très sensible, je trouve. Et ces peintures interrogent les manières de peindre aujourd'hui, de manière technique et aussi contemplative, mais de manière très humaine en fait. Et voilà, je vais vous laisser continuer. Merci beaucoup. Merci d'abord, tout d'abord pour cette introduction et aussi cette invitation à votre journée d'études. Je suis très honorée de cette invitation. Lorsque je suis entrée en première année aux Beaux-Arts, une grande partie de l'effectif des étudiants venait ici pour faire de la peinture. Mais le poids de l'histoire de l'art, conjugué avec une idée bien précise dans l'école de ce que la peinture ne devait pas être, a mis un coup à la volonté d'une large partie des étudiants de s'intéresser à ce médium. En deuxième année, une grande partie des étudiants avaient déjà abandonné. Mais la peinture flottait comme un fantôme sur les travaux d'étudiants et des installations aux vidéos, en passant par la photographie, la peinture était ce dont tout le monde parlait, mais que personne ne voyait. En cinquième année, bien sûr, il ne restait plus qu'une petite minuscule poignée d'irréductibles à présenter des travaux en peinture au diplôme. En 2006, j'ai déménagé en Allemagne, à Berlin, et je me suis rendu compte que la question de la peinture, et plus précisément du tableau, ne semblait tracasser absolument personne, et qu'il y avait de la peinture partout. Bien sûr, dans les espaces dédiés à l'art contemporain, les galeries, les musées, les centres d'art, mais également au lavomatique, dans les bars, les restaurants, sous forme de tableaux ou de peinture murale. Et tout d'ailleurs n'était pas mauvais, il y avait beaucoup de choses très intéressantes. J'ai découvert aussi une ville très verte, avec des parcs immenses partout. Une ville
très verte et aussi assez grise. Malgré la volonté évidente de la ville de Berlin de donner au bâtiment une couleur, il y a de nombreux immeubles bleus, bleu clair, rose, rouille, bordeaux. Mais malgré ces couleurs, le ciel étant ce qu'il est, on a quand même l'impression d'une ville assez basée sur des gris colorés et verts. Comme je suis arrivée en Allemagne avec un bébé de 3 mois et mon compagnon, j'ai passé pas mal de temps dans les parcs. Et comme je n'avais pas d'espace pour faire de la peinture, j'ai commencé à prendre un peu de photos et à faire des petits dessins numériques sur mon ordinateur. Le sentiment de liberté à la fois de ces espaces immenses dans les parcs, de cette densité très faible de la ville de Berlin, ça a un peu changé depuis, et aussi de travailler sur l'ordinateur avec une totale absence de résistance du matériau puisque c'est numérique, ont donné un grand sentiment de liberté. Et pour tout dire, la découverte de Photoshop a été une très grande jouissance. J'ai découvert tous les outils numériques, tous les styles de pinceaux, les pinceaux flous, les pinceaux très fins, les crayons, les gommes. Et l'outil de gomme m'a particulièrement intéressée, là où en peinture, pour effacer quelque chose, il faut encore rajouter de la couleur. Là, on pouvait vraiment faire des trouées dans des surfaces et laisser apparaître les calques du dessous. J'ai travaillé avec de nombreux calques sur mes images et la possibilité de changer l'ordre de ces calques et de créer des images très rapidement tout à fait différentes et de créer des surprises m'a largement enthousiasmée. L'outil pinceau flou a eu ma préférence, ainsi que la gomme et le fait de pouvoir faire grandir la pointe du crayon jusqu'à le faire devenir un énorme point. J'aimais, comme je vous disais, jouer aussi avec les superpositions. Les calques dans mes images, c'est comme d'inframinces pellicules qui chacune participait à la constitution de l'image, mais qu'on pouvait aussi percer et engendrer ainsi des dialogues entre les plans. Au début, je travaillais sur des choses plutôt figuratives, mais peu à peu, et pour dire assez rapidement, la composante figurative a plus ou moins disparu et la frontière entre figuratif et abstrait est devenue relativement inopérante. Ce qui m'intéressait, c'est que même s'il n'y avait pas de perspective dans mes dessins, il y avait une profondeur. Et ce jeu de profondeur entre différentes surfaces est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée et continue à être assez opérant dans mon travail. Même si je n'ai pas vraiment présenté ces travaux tels quels, les dessins numériques, ça a constitué un large répertoire de formes dont je me sers aujourd'hui encore et qui a posé des jalons de mon futur travail de peinture. Il faut dire que j'ai travaillé ainsi pendant plusieurs années vu que je n'avais pas d'atelier. Mais le désir de matière a quand même fait en sorte que j'ai eu besoin de passer à la peinture, repasser à la peinture pour tout dire, et chercher un atelier. J'ai trouvé un atelier très spacieux à l'est de Berlin, dans le quartier de Hohenschönhausen, en face d'une ancienne prison politique de la Stasi, dans un quartier qui était à l'époque fermé, Sperrgebiet, on appelle ça en allemand. Et cet espace dans lequel je travaille était en fait un ancien centre de fabrication des appareils, des coups téléphoniques dans l'Allemagne de l'Est, dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Ça a été transformé, ce bâtiment est transformé en atelier d'artistes. Et ça reste un quartier extrêmement intéressant où se mélangent les ateliers de réparation automobile,
les quarts de visites de touristes adolescents, enfin de lycées qui viennent visiter la prison, et les artistes. Au début, j'ai commencé à travailler la peinture sur du papier et puis du carton. Venant d'une école support surface, entre guillemets, il m'était extrêmement difficile de passer au châssis. Ça m'a pris 10 ans, je dois dire. Et avec un certain sentiment de honte, de reddition et, pour tout dire, de trahison. Il n'empêche que ça le passage au châssis et à la toile tendue résolvait tellement de problèmes d'un coup. À la fois le fait de ne plus gondoler, le support ne gondolait plus, de coût, parce qu'à Berlin ce n'est vraiment pas cher et on trouve de la toile partout, et surtout dans n'importe quel magasin de beaux-arts vous avez un choix immense de petits tasseaux que vous pouvez assembler. Il y en a toutes les longueurs, toutes les largeurs et toutes les épaisseurs. Et ensuite, de commodité pour le transport, parce que je pouvais acheter les tasseaux séparément, les monter à l'atelier et faire de grandes choses qui ne rentraient évidemment pas dans ma 106. En 3 mois, je suis donc passée de châssis tout petits, de 50 par 50, à des toiles de 2,50 m par 2 m. Voilà pour le support. La surface maintenant. J'aime commencer la peinture dans le noir, au sens propre comme au sens figuré. Au sens figuré parce que j'aime commencer dans l'inconnu. Au départ d'un projet, il y a une idée de couleur ou 2 couleurs et possiblement aussi un peu de sa qualité. Diluée ou projetée avec un pistolet à peindre, liquide, 1 ou 2 couleurs comme idée de tableau ou comme idée de projet artistique. Je reconnais que c'est assez ténu. Mais j'aime commencer ainsi, avec très peu d'idées en tête. Et d'ailleurs, on ne peut pas appeler ça une idée, j'appellerais ça plutôt un désir. Deleuze parle d'ailleurs de chaos germe, quand il parle de ce temps de recherche très chaotique, dans lequel le projet n'émerge pas encore, la forme n'émerge pas encore, et pour ma part, je dirais même le projet n'émerge pas encore. Lui, il parle de gris. Le chaos germe, c'est le gris, dit-il. Pour ma part, ce n'est pas forcément le gris, ça peut être beaucoup de couleurs en trop. Et je commence dans le noir au sens littéral parce que je travaille un peu avec la projection. Donc je commence à peindre quelque chose sans trop d'idées. Et puis je projette sur ma toile qui est déjà un petit peu peinte mon répertoire de formes dont je vous ai parlé précédemment et qui forme une sorte de moteur. La projection et la couleur lumineuse sur une toile déjà peinte est extrêmement séduisant et donne tellement d'idées, tellement de possibilités. Je ne reproduis jamais mes dessins numériques. Soit je me sers d'un détail, ou alors ça me donne simplement une idée, une direction. C'est un travail, un moment moteur, je dirais. Pour commencer à parler un peu de mes images, je vais vous montrer 2 ensembles de travaux. Tout d'abord des peintures sur toile. Je vais commenter les 5-6 premières, peut-être 7. Et puis ensuite, je vais vous les passer plus ou moins en diaporama. Et sans les commenter, parce que je pense que vous aurez alors assez d'éléments pour les comprendre par vous-même. Et si vous avez des questions, peut-être ce sera le moment. Et si vous n'en avez pas, on peut les regarder en silence. Je crois qu'on peut se permettre ce luxe de rester 3-4 minutes en silence. Et ensuite, je reprendrai la parole pour vous présenter un ensemble de travaux plus récents, des 2 dernières années, où j'ai travaillé sur un support différent. D'ailleurs, ça fait écho un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur la recherche du matériau, l'expérimentation
qui est ceux auxquels on s'adresse finalement, la peinture. Voilà. Donc pour commencer un peu à parler de mes peintures et de couleurs, je vais vous présenter un tableau que j'ai réalisé en 2015. Il fait 1,70 m par 2 m, c'est un format assez grand. Et comme je vous disais, je commence un peu sans une idée très très précise de ce que je vais faire. Et puis à un moment donné, j'attends que quelque chose émerge, quelque chose qui me semble intéressant de développer. Dans ce cas-ci, ça a été une certaine vie. Je vois plus les étudiants là. Une certaine vibration colorée, c'est-à-dire qu'à un moment donné sur la toile, il a dû émerger quelques centimètres dans lequel quelques couleurs étaient superposées et il m'a semblé que ça leur donnait un relief particulier, une vibration particulière. Et j'ai donc décidé de travailler sur ce sujet-là de la vibration colorée. J'ai donc décidé, je travaille beaucoup avec le pistolet à peindre, mais pas seulement. J'ai donc décidé de travailler sur des verticales comme ça, où chacune de ces verticales serait séparée par du blanc qui formerait une sorte de respiration. Et chaque trait serait composé de plusieurs couleurs qui leur donneraient un relief particulier. Récemment, j'aime pas mal la musique minimale et récemment, en ce moment en tout cas, j'écoute un morceau de musique d'un compositeur qui s'appelle Dennis Johnson. Et ce morceau s'appelle Novembre et je ne suis pas musicienne, mais j'ai l'impression qu'il appuie sur plusieurs notes de son piano en même temps et laisse résonner la note jusqu'à ce temps qu'on n'entende plus rien, et seulement à ce moment-là arrive une autre note, un ensemble d'autres notes en même temps. Et j'ai eu l'impression que c'était un petit peu ce qu'il a fait en musique, c'était un petit peu quelque chose de similaire que j'ai fait en peinture, c'est-à-dire qu'il y a une résonance de la couleur, et puis une pause, et ensuite une résonance supplémentaire qui arrive ensuite. J'ai donc fait ce travail sur la vibration colorée, mais j'aime bien que dans les peintures, il se passe comme une sorte d'événement, en tout cas une interrogation visuelle. Et j'ai cherché un contraste à établir avec un autre type de motif. J'ai donc choisi cet ensemble ce motif de rond entrelacé. Et la peinture projetée, la peinture colorée projetée, c'est une mise à distance du corps, puisque on se tient à une certaine distance du format et la main n'apparaît pas. Alors que le pinceau, eh bien, les lignes de noir sont dessinées au pinceau de façon très, très libre, disons. Voilà, donc il y a un contraste entre ces deux éléments, mais ce qui m'intéressait, que ce ne soit pas deux motifs posés l'un sur l'autre, mais qu'au contraire, elles entretiennent une sorte de dialogue et se mêlent et se fondent l'un dans l'autre. Pour cela, bien sûr, il y a une cuisine un peu, la peinture, le travail de la peinture lui-même, c'est-à-dire que il faut que tout vienne à la fois. Donc il y a un travail sur la couleur, puis un travail sur le dessin, puis un travail sur la couleur, puis un travail sur le dessin. Donc je recommence beaucoup jusqu'à temps que les deux choses prennent ensemble et qu'on ne sache plus vraiment ce qui a été dessiné ou peint en premier. Est-ce que c'est les ronds qui viennent sur les lignes ou est-ce que c'est les lignes qui viennent sur les ronds? Les deux motifs se perdent un peu l'un dans l'autre. Dans ce cas-là, évidemment, ce qui serait la couleur en trop, c'est la couleur qui arrête le regard, c'est-à-dire que sa circulation va d'une part de droite à gauche pour la couleur ou de gauche à droite, et d'autre part dans tous les sens pour le dessin. Une couleur trop foncée, une couleur trop claire, une couleur trop vive ou une couleur trop éteinte fait que le regard se perd ou bute ou s'arrête. Et c'est la première compréhension de ce titre de notre journée, une couleur de trop.
Dans ce cas-là, en tout cas dans cette peinture-là, c'est évidemment ce que je redoute et ce que j'évite. Mais il y a bien d'autres façons de comprendre cette histoire de couleur de trop, et je vais en parler dans les autres peintures. Lorsque votre professeur de couleur, Alain Doré, m'a invité, il a parlé d'illusion au téléphone. J'étais un petit peu surprise parce que je n'avais c'était pas ce mot-là qui venait à l'esprit pour moi par rapport à mon travail. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit qu'effectivement, à partir du moment où on parle d'une peinture en disant « on dirait que », ou c'est comme si il y avait quand même bien une sorte d'illusion, et que peut-être effectivement ce mot-là était adapté à mon travail, bien que comme ce qu'on voit c'est un entrelac de motifs, et la façon dont je le travaille c'est aussi un entrelac de différentes actions. Pour moi, ce qui est fait, c'est ce qu'on voit, et il n'y a pas de différence, et c'est pour ça que dans un premier temps ces termes d'illusion ne me semblaient pas tout à fait appropriés. Je vais passer à une autre peinture. Merci. Je vais vous présenter maintenant une peinture qui est antérieure, qui date de 2012, qui est d'un format à peu près similaire. Donc il s'agit d'un ensemble de points flous, un ensemble de points flous dans une gamme relativement restreinte, il y a 5-6 couleurs environ. A priori, quand on peint un point, ça focalise le regard. Notre regard se concentre sur le point. Mais la multiplication des points crée une sorte de sursollicitation du regard qui fait que le regard s'affole un peu et fatigue et ne sait pas trop où regarder. Et on m'a souvent dit que cette peinture faisait mal aux yeux. Et que c'était comme si un appareil photo n'arrivait pas à faire les mises au point. Évidemment, ce sont des commentaires qui sont revenus de multiples fois, mais auxquels moi, je n'ai pas conçu ma peinture comme ça. Je n'ai jamais imaginé ou voulu faire une peinture qui faisait mal aux yeux. Et même j'aurais eu cette idée, ce n'est pas sûr que j'y serais arrivée. Le côté photographique également, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai désiré, que j'ai souhaité ou que j'ai essayé de faire. Il se trouve que c'est un résultat. Et c'est là où je trouve peut-être qu'on retrouve cette idée de couleur de trop, ou la couleur trop peut-être, c'est-à-dire quand le résultat excède de loin ce que l'artiste a imaginé ou a conçu comme projet, tant et si bien qu'il ait eu un véritable projet articulé au départ. En tout cas, c'est quelque chose qu'il trouve et qu'il n'a pas forcément cherché. Ou comme vous connaissez certainement la phrase de Picasso, « Je ne cherche pas, je trouve », qui semble d'un côté assez présomptueux, mais ça correspond bien au personnage et d'une certaine façon, je pense qu'il joue avec cette idée de génie. Les gens aiment bien ça. Et d'un autre côté, on pourrait la comprendre aussi en explicitant, en tout cas c'est la lecture que j'en fais, je cherche tout le temps et parfois je trouve des choses que je n'ai pas cherchées. C'est un peu le cas pour la peinture, cette peinture et d'autres peintures, et je trouve que c'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans ce médium, c'est l'écart entre le départ, l'idée de l'artiste et le résultat et la façon dont il est perçu par les spectateurs. Mon idée à moi, c'était la circulation du regard. Je vous en ai parlé tout à l'heure sur les verticales. Là aussi, l'idée, c'était qu'on ait des couleurs chaudes, des couleurs froides, des clairs et des foncés, mais que le regard ne s'arrête pas et qu'il circule sans arrêt comme un renvoi d'ascenseur entre ces différentes couleurs, les chauds et les froids. Pour dire les chauds,
Pour dire les froids, il n'y en a qu'une, et pour dire les chauds, elles ne sont pas vraiment chaudes. C'est-à-dire qu'il y a du jaune qui est assez pâle, du violet qui va jouer dans la cour des chauds, enfin ce gris qui est un peu violacé qui va jouer dans la couleur des chauds, et un brun qui est bon, voilà. Mais il y a cette circulation du regard, et d'une certaine façon, quand on regarde un petit peu la peinture, c'est aussi quelque chose qui m'a été dit souvent, on a l'impression qu'elle gonfle et qu'il y a une espèce de volume qui se crée en avant d'elle. Et ça aussi, c'est un peu ce qui est plaisant avec la peinture, la création de choses qu'on n'a pas vraiment cherchées. Je vais vous présenter un autre travail qui date de 2012 également. Là aussi, j'ai cherché pendant pas mal de temps et travaillé plusieurs semaines, peut-être un mois, sur une peinture dont vous ne saurez rien. Et à un moment donné, il se trouve que ce bleu-gris là que vous voyez est apparu, et peu à peu, il a pris tout l'espace, il a envahi toute la toile et il a tout recouvert. Et c'est également une des façons dont on peut voir cette histoire de couleur de trop, c'est-à-dire d'une couleur qui finalement envahit tout et nous oblige à un recommencement. Une fois que tout est peint en bleu ou en bleu-gris, il fallait bien trouver autre chose à faire. C'était pas là un monochrome. Et j'ai travaillé avec la projection pour trouver quelque chose qui fasse un contraste maximum. J'avais déjà pris une décision de complètement recouvrir ma toile et de tout recommencer. Donc je mets d'une certaine façon en abîme pour moi-même, en tout cas, ce geste, cette radicalité entre guillemets, en la soulignant et en cherchant aussi un motif qui tranche. Et donc j'ai trouvé ce dessin et essayé au niveau coloré de créer un contraste maximum avec ce rouge très fort. Ce dessin, c'est pour tout dire, un geste d'effacement sur un dessin numérique, en tout cas un tout petit parti d'un dessin beaucoup plus grand. Et le fait d'effacer est là peut-être pressenti, mais d'une certaine façon aussi, quand on voit la peinture, on ne sait pas vraiment ce qui a été peint par-dessus. Est-ce que le négatif, c'est le bleu, enfin la partie qui est mise en réserve, c'est le bleu, ou est-ce que c'est le rouge? Et il y a une sorte de concurrence entre ces deux surfaces, et c'est bien aussi ce qui m'intéresse. D'une certaine façon aussi, là aussi, ce résultat, entre cette concurrence entre ces deux surfaces, c'est un peu un cadeau, entre guillemets, parce que quand je travaille avec un cache, qu'une partie de ma peinture n'est pas visible, c'est la surprise au moment où j'enlève les caches. Je ne peux absolument pas savoir à l'avance si ça va fonctionner ou si ça ne va pas fonctionner. La question du hasard est quelque chose qui m'intéresse énormément, mais ce n'est pas une fin en soi, mais en tout cas le ressort de la surprise est pour moi quelque chose de très important et très intéressant. Ensuite, il y a la question de la matière, parce que en peinture, évidemment, la couleur, et c'est d'ailleurs la langue allemande est intéressante à ce titre. En allemand, die Farbe, c'est la couleur au niveau chromatique, mais c'est aussi la couleur peinture, c'est-à-dire la matière de la peinture. C'est aussi quelque chose auquel je m'intéresse particulièrement. Dans la peinture avec les poids que je vous ai montré juste avant, il y a un effet assez velouté. Mais la peinture acrylique, c'est avec laquelle je travaille, c'est du plastique, ça peut être assez vite croûteux. Et lorsque je cherche très longtemps et qu'il y a de nombreuses superpositions de peinture, le risque est toujours une espèce de croûte plastique. Mais il se trouve que là, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé très longtemps sur ces motifs noir et blanc que vous voyez dessous. J'avais une idée assez, pour le coup, un désir assez précis de ce que je voulais faire. J'avais envie que
le blanc émerge du noir comme une espèce de pulsation sourde et que le blanc ne soit pas saturé, si vous voulez. Donc il fallait que les petites gouttes de peinture noire recouvrent le blanc, et ça a pris quand même beaucoup de temps pour qu'il y ait cette espèce d'homogénéité et que le blanc émerge comme ça de façon assez sourde. Ensuite, il y a eu un deuxième temps. J'avais envie de provoquer ensuite, comme je vous le disais, j'aime bien qu'il y ait une sorte d'événement visuel dans le travail et que deux surfaces jouent l'une avec l'autre. J'ai donc cherché un motif qui pourrait contraster avec ces points blancs et ce fond noir. Et en très peu de temps, là où j'avais mis peut-être 1 mois ou 1 mois et demi à fabriquer ces points noirs, en 30 minutes, j'ai tout recouvert de cette peinture cuivrée, acrylique cuivré, avec une brosse très 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 large, en laissant juste apparent les points de façon assez grossière finalement. Et ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est que selon la position, le positionnement du spectateur par rapport à la peinture, et la façon dont la lumière touche la peinture cuivrée, il y a un relief qui apparaît, et la peinture cuivrée qui est là, donc la partie orangée, devient extrêmement brillante et crée un contraste très fort avec la peinture noire qui est derrière, et on a l'impression que se crée une espèce de distance entre les deux plans. Comme tout à l'heure je vous disais, avec la peinture, avec les points, il y avait comme une sorte de volume qui se crée au devant de la peinture. Là, au contraire, on a l'impression d'un volume qui se crée derrière la surface cuivrée et qui crée une distance avec le plan qui est derrière. Par rapport à cette histoire de matière, un de mes professeurs aux Beaux-Arts, Patrick Sétour, a écrit dans un de ses textes qu'il enjambait le corps laineux de la peinture. Je trouve que cette expression, le corps laineux de la peinture, est tout à fait magnifique. Mais pour ma part, je ne l'enjambe pas. Au contraire, je la prends à plein bras et je l'étreins avec beaucoup de volupté, en essayant de partager ça dans mes tableaux et puis d'y trouver quelque chose. Voilà un autre travail un petit que j'ai fait quelques années après, 2018. J'avais dans l'idée de travailler quelque chose de mouillé. Alors le projet c'était ça, travailler quelque chose de mouillé. Et j'avais envie d'avoir une fluidité. J'ai cherché assez longtemps la façon de le fabriquer, parce que je ne voulais pas qu'il y ait de coulure. Je voulais que ce soit mouillé, mais qu'il n'y ait pas un phénomène qui arrêterait le regard et qu'on dirait tiens, ça coule, il y a une coulure, la coulure de cette couleur. Je voulais que la fluidité émerge comme une impression sans qu'on ait la recette, l'idée de comment ça a été fait, et qu'il n'y ait pas ce phénomène qui individualise la couleur, si j'ose dire. J'ai donc cherché assez longtemps comment faire, et j'ai fini par avoir l'idée de projeter de l'eau sur mon format, et puis de projeter ma couleur sur un format mouillé. Bien sûr, le mouillé, ça sèche, donc il faut travailler très vite. Donc j'avais envie que ce soit une fluidité, mais pas monochrome, qu'il y ait plusieurs couleurs, qu'elles soient nourries, qu'elles se mélangent les unes avec les autres. J'ai donc dû préparer toutes mes couleurs en avance, bien mouiller mon tableau et travailler très rapidement pour que toutes les couleurs coulent plus ou moins à la même vitesse et qu'il n'y ait pas de phénomène individuel de coulure. Inutile de vous dire que j'ai recommencé l'opération un certain nombre de fois pour que les couleurs se mélangent, qu'elles coulent à la même vitesse, enfin, la cuisine de la peinture. Et puis ensuite, j'avais envie qu'il y ait... Donc il y avait cette idée de verticalité, puisque ça coule de haut en bas.
Et j'avais envie donc de la mettre en contraste avec un autre motif vertical. J'ai donc choisi ces traits et je voulais qu'ils soient faits avec tous la même énergie. Il ne fallait pas que le dessin s'arrête en milieu, qu'on ait l'impression qu'il n'y ait plus de couleur sur le pinceau, puis qu'il faille que je remouille mon pinceau, puis que je recontinue mon trait. Il fallait que le trait soit un coup de pinceau de haut en bas, comme un coup de ciseau, ou un trait défini. Pour la petite anecdote, j'ai montré ce travail à au directeur du FRAC de Montpellier il y a quelque temps. Et je lui disais, les traits sont tous pareils. Et il m'a dit, mais non, les traits ne sont pas du tout tous pareils. Et on est resté quelques minutes à se dire, mais si, mais non, mais si, mais non. Et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il me disait, jusqu'au moment où j'ai compris qu'il me disait qu'ils n'avaient pas tous la même forme. Alors effectivement, ils n'ont pas tous la même forme, mais ils ont tous la même intention. Et c'est pour ça que pour moi, ils étaient tous pareils. De la même façon, comme la peinture coule par nappe colorée, comme vous pouvez le voir, je voulais que les traits entrent en dialogue et qu'on ait l'impression aussi qu'il y ait des choses oui, qui vibrent un petit peu. Ça ne tombait pas forcément toujours bien, puisqu'il fallait que le coup de pinceau soit décisif et qu'il se passe quelque chose avec ce qu'il y avait derrière. Donc j'ai dû aussi recommencer un certain nombre de fois, si bien que, en fait, si on regarde, je n'ai pas complètement... c'est bon. Complètement effacer ce qu'il y a derrière, si bien qu'il y a quelque chose un peu du palimpseste où ce qui a été fait avant est toujours finalement visible. Je vais vous présenter maintenant un autre travail qui a été fait quelques années avant. Voilà, alors dans ce travail-là, j'avais envie de travailler deux techniques différentes, le coup de pinceau et donc qui est une implication du corps et le geste de la pulvérisation. J'ai travaillé beaucoup dans le noir parce que je voulais pouvoir voir mon trait, mon coup de pinceau qui était là aussi un détail d'un dessin numérique. Et donc j'étais obligée de le faire par rapport à un modèle qui était projeté et donc j'ai travaillé plus ou moins dans le noir. C'est une peinture que j'ai fait assez rapidement et je revenais ensuite avec le jaune pour redéfinir la forme du trait. Il se trouve que c'est un peu difficile de voir en photo, mais il se trouve que mon idée, c'était de faire un travail sur le geste, la reproduction d'un geste, la reproduction de la vitesse d'un geste, mais aussi de multiples petits gestes qui reviennent autour de ce grand geste, d'une certaine façon. Mais quand j'ai fini ma peinture, je me suis aperçue comme il y avait assez peu de contraste de valeur entre les différents tons, on avait l'impression un peu qu'elle était vue dans la brume. Et que tout était très gris et très très vaporeux. Et là encore, c'était quelque chose que je n'avais pas vraiment perçu en travaillant, que je n'avais pas volontairement cherché, mais qui était un résultat qui advient, quoi. Et c'est, comme je vous disais, ce qui m'intéresse dans cette pratique, c'est ce qui apparaît d'une certaine façon sans vraiment qu'on le cherche. Cette espèce de brume et de phénomène météorologique, entre guillemets, me donne la transition pour la peinture suivante, que je vais vous présenter, qui est une peinture de 2012 également, qui fait 2,50 m par 2 m, qui est donc assez grande. Et là, l'idée que j'avais, c'était de travailler sur des nappes colorées en essayant de voir ce qui se passait dans cette superposition de couleurs qui étaient très proches dans leur couleur, mais aussi dans leur valeur.
et à m'apercevoir qu'il y avait que ces nappes qui passaient les unes sur les autres fabriquaient finalement, sans perspective, des sortes de trouées. Et on m'a souvent fait la réflexion de me dire oui, on dirait un grand ciel. Évidemment, je n'ai pas du tout eu l'intention de faire un ciel, mais si certains voient ça, pourquoi pas. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était des phénomènes de couleurs et l'espace que ça crée sur le tableau. Je vais vous montrer maintenant d'autres peintures sans vraiment les classer, un peu comme une visite d'atelier. On va tomber sur des peintures que je n'ai pas vraiment organisées de façon chronologique. Si vous avez des questions, peut-être c'est le moment, ou pas forcément des questions d'ailleurs, ça peut être simplement des remarques ou des réflexions. Et ensuite, je présenterai donc des travaux un peu plus récents sur un autre type de support. Ouais, je pose ma question. J'ai une question. Qui parle? Moi. Je vois pas. Ici. Levez la main. Là. Ici. Ah, pardon. J'ai l'impression que le son venait là. Alors, moi, ma question, ça porte plus sur le type de matériaux utilisés et les outils. Parce que vous avez parlé de travail aléatoire et je me demandais si vous aviez des périodes un peu plus, des moments un peu plus maîtrisés que d'autres. Oui, bien sûr. À partir du moment où je vois que quelque chose apparaît d'intéressant sur la toile, commence à se former une sorte de projet. Et dans ce cas-là, oui, il y a quelque chose de l'ordre de la maîtrise, bien sûr. Mais comme je vous le dis, elle a ses limites aussi. Ce que moi j'entrevois et le projet que j'ai n'est pas forcément ce qu'on voit à la fin. Mais oui, bien sûr. D'accord. Et une autre question. Vous aviez parlé de projection numérique. Donc pour la réalisation de vos toiles, vous avez projeté sur vos toiles les formes ou pas? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai ma peinture qui est contre le mur, oui, et j'ai un projecteur vidéo. Et je projette mes répertoires de formes en les faisant défiler. Et quand il y a quelque chose que je trouve intéressant, surprenant, qui m'intéresse, j'essaye de faire quelque chose avec ça. Mais comme je disais, c'est pas une reproduction à l'identique, ça peut encore beaucoup évoluer. Mais disons que c'est une direction et surtout un moteur. D'accord, merci. Oui. Je vais rebondir. Est-ce que du coup la projection, la lumière qui arrive, est-ce que tu essayes d'attraper cette lumière pour en faire une couleur ou est-ce que c'est évidemment séduisant et tentant, mais c'est une tentative vaine à mon avis, parce que la séduction et la qualité de la couleur lumineuse n'a rien à voir avec la couleur de la peinture. Donc de temps en temps, j'ai fait des tentatives dans ce sens, mais non, enfin, ça ne marche pas vraiment, non. Et je n'essaye pas vraiment non plus. Donc du coup, alors tu éteins? Oui. Après, j'éteins. Tu rallumes? Je retravaille dans la lumière. Parfois dans le noir aussi, c'est arrivé. Travailler dans le noir. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une remarque toute simple. C'est à propos de vos œuvres. Vous ne leur donnez pas de titre? Non. Aucun. Et quand vous en parlez à quelqu'un et que vous n'avez pas de support visuel, vous faites comment pour lui expliquer? Je raconte. D'accord. Comme j'ai fait là, mais sans les œuvres. Merci. Ouais, de rien. J'ai une question. Bonjour. Où? Ah.
J'ai une question par rapport à la support, à la façon d'accrochage, parce que je vois sur votre peinture, il y a certains sont accrochés sur le mur, mais il y a certains sont posés sur tube de béton. C'est un choix. Non, alors oui, c'est une très bonne question. Les pots de peinture ne font pas partie de l'œuvre. Ce sont des photos d'atelier. Donc, je ne les montre pas comme ça dans l'exposition. Elles pourraient être éventuellement posées sur le sol ou accrochées au mur, mais pas sur les pots. Ok, merci. Si c'était ça la question. Oui. Parce que ça serait un peu copié quand même. Je crois qu'il y avait un autre artiste qui a fait ça déjà. Oui. Bonjour. Moi, c'était juste pour savoir, c'était possible du coup de voir vos travaux numériques parce que du coup, je trouve ça assez intriguant comme vous en parlez, de savoir à quoi ça ressemble par rapport aux peintures. Je crois que j'ai fait un capture d'écran d'un dossier, mais pas. Je vais pas vous les montrer. Parce que c'est pas des œuvres en fait, enfin, c'est pas, je les vois pas quelque chose de fini, c'est plus pour la recherche. Donc ça c'est un de mes dossiers. C'est les dessins qui sont un peu plus finis, mais il y a des choses aussi beaucoup plus simples, des formes tout à fait dérisoires, des traits, des ronds, des choses qui sont pas du tout finies. Ça c'est des choses que j'avais un peu peaufinées. Mais comme je vous disais, je les montre pas comme ça, c'est pour moi. Oui. Bonjour, je suis ici, à droite. Ouais. Je voulais vous demander, dans le diaporama d'avant, il y a une peinture avec un fond vert. Et j'avais l'impression que, mais peut-être c'est une impression, que j'étais sur de la pierre. Et tout à l'heure, vous aviez parlé qu'à un moment, vous vous étiez mis à faire de la toile sur châssis. Et du coup, je voulais vous demander, vu que j'ai l'impression de voir des matérialités différentes dans vos peintures, est-ce que, du coup, avant, vous avez peint sur... Enfin, vous l'avez dit, sur d'autres supports, mais qu'est-ce que c'est et est-ce que vous le faites encore? Oui, alors aux Beaux-Arts, je ne travaillais pas sur châssis. Je faisais déjà de la peinture, mais je travaillais sur des tissus très fins, transparents, un peu comme des matières de rideaux. Ça s'appelait de l'organza. Et je travaillais sur des... je découpais des morceaux que j'assemblais, puis que je collais ensemble avec de la colle à bois et que je mélangeais avec de la couleur. Et du coup, c'était des pellicules très fines, des peintures très fines, sans châssis et avec des formes un peu aléatoires aussi, comme ça. Donc au début, j'ai fait ça. Ensuite, donc, j'ai travaillé un peu sur des dessins numériques et puis ensuite sur la toile. Et maintenant, je travaille sur du film polyester. Je vais vous montrer ça maintenant. Mais par contre, je n'ai jamais travaillé sur pierre. Je ne sais pas de quelle peinture il s'agit. Vous voulez qu'on remette celle-là? C'était juste par rapport à la question qui était sur les titres. Les travaux qui ne sont pas des œuvres accomplies, mais qui sont vos matériaux, ouais. eux, ils ont des titres. Oui, parce qu'il y en avait beaucoup. Et puis, au départ, c'était assez figuratif. Je travaillais à partir d'images. Donc, c'était aussi pour moi, pour me repérer. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je donnais plus facilement des titres. Et je choisis de ne pas donner de titre parce que je trouve que c'est plus ouvert aussi. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais pouvoir montrer les travaux sur polyester. Il y en a, je sais pas. Bonjour. Moi j'ai juste une question. Du
vous parlez souvent de toile et de peinture, mais je repense notamment à celle où il y a les ronds flous de tout à l'heure. Vous avez déjà eu envie de ne plus vous cantonner au format rectangulaire ou carré? Parce que la majorité de celles que vous avez montrées sont souvent rectangulaires et coupent un peu la forme. Et comme vous travaillez beaucoup dans les formes abstraites ou floues, je sais pas, peut-être que ça a déjà été frustrant ou autre chose de pas oui, non, mais c'est tout à fait une direction qui est possible de faire des choses qui soient soit des formats découpés, soit qui prennent tout le mur ou une partie du mur, ou des peintures murales. Oui, c'est un développement tout à fait possible. Comme mes peintures, elles changent beaucoup de l'une à l'autre, que d'une certaine façon, je fais pas de série, j'essaye qu'il y ait une ouverture assez grande. Pour moi, le format rectangulaire me donne un petit peu une sorte de cadre, quoi, parce que sinon, ça fait vraiment une ouverture immense qui est une perspective pour moi, mais ouais, voilà. Ça marche. Ok, merci. Donc, je vais vous présenter maintenant des travaux un peu plus récents qui datent des 2 dernières années. Donc là, j'ai changé de médium, de support. J'ai travaillé sur du film polyester. Le film polyester, c'est un plastique, mais qui est très beau parce qu'il a un côté cristallin. Et c'est plus beau, par exemple, que du PVC ou d'autres types de plastique sur lesquels la peinture ne réagit pas très bien et semble un peu sale. Donc celle-là m'a intéressée, ce support-là m'a intéressée par sa transparence d'une part, mais aussi par cette qualité de brillance qu'il a. Et je me suis rendu compte aussi qu'une chose qui était assez intéressante, c'était de fabriquer des contrastes en peignant des deux côtés, des contrastes de matière en peignant des deux côtés du support. C'est-à-dire que je peins d'abord le verso. Quand je le retourne, la peinture est vue donc à travers le polyester, elle devient très très brillante. Et quand je travaille du côté donc, qui est proche de moi ou du spectateur, elle devient très mate. Donc j'ai travaillé sur ces contrastes de matière et dans un premier temps fait des travaux qui étaient sur des couleurs plutôt sombres, comme un peu minéral, comme si la couleur s'extrayait de l'obscurité. Donc c'est des choses assez minimales quand même, et avec des endroits non peints dans le format. C'est par exemple ce rond là que vous voyez au milieu, en réalité une réserve, et à travers on voit donc le mur. Là où il y a un lien aussi avec ce que je faisais précédemment, c'est qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de la surprise, dans le sens où pour réaliser ce type de travaux, j'utilise des caches, des pochoirs. Et donc, quand je travaille, il y a une partie de mon travail que je ne vois pas du tout, de mon format que je ne vois pas du tout. Donc, il y a une découverte chaque fois quand je retire le cache. Et je dois dire que je trouve que c'est assez intéressant ce lâcher prise, en tout cas, de ne pas tout contrôler, de ne pas tout voir au moment où on travaille. Donc ça, c'est les premières. Donc 2020, 2019, non 2020. Donc, j'ai commencé par celle où on voit un peu sur la photo le type de matière. Donc là, vous voyez par exemple les couleurs foncées, le bleu très foncé et le rouge sont très brillants, alors que la partie bleu clair, elle, est mate. Et en bas du format, on voit le mur. Donc, je ne vais pas forcément toutes les commenter. J'espère que vous voyez un peu la matière. Donc, que vous ayez un peu une espèce d'impression de ceux auxquels vous la voyez un peu, non? Vous voyez par exemple le noir, il est très brillant. Ce que vous voyez, ce sont des reflets. Bon, dans celle que j'ai montrée au tout début aussi, j'en ai une sur laquelle j'ai un détail qui est pris par exemple celle-ci.
Vous voyez que les côtés à gauche et à droite sont très brillants. On voit qu'il y a un reflet ici, par exemple, des pots de peinture de l'atelier. Et je l'ai photographié de biais, peut-être ça vous allez vous rendre compte. Là, on voit bien que ça brille. Là, au contraire, c'est très mat. Peut-être ça se voit un petit peu. Non? Toujours pas? Bon, bah... C'est difficile à photographier. La peinture, en général, certaines plus que d'autres. Voilà, ça c'était un travail plus sur au tout début où j'ai commencé à travailler sur ce matériau. Travaille plus sur le fait de la transparence que sur la matière. Là aussi, bon là, je reconnais qu'on voit pas du tout la matière, mais je vais vous la raconter. La majeure partie est mate, tout ça très mat, un peu velouté, et la partie rose très brillante. Donc ça fait une sorte de déchirure, enfin, ou de coupe plus exactement. De couleur d'une part et de matière d'autre part. Au début, j'ai travaillé sur ce nouveau support. Au début, j'ai travaillé beaucoup plus avec le pistolet à peindre, donc quelque chose d'un petit peu assez contrôlé, enfin relativement. Et puis peu à peu, le geste aussi réapparaît. Là, par exemple, vous voyez que toutes les parties là qui brillent, hein, enfin les parties qui semblent un peu floues sur la photo, sont parce que ça brille en fait. Et les parties grises comme ça qui se tiennent les unes aux autres sont mates. Est-ce qu'il vous manque l'effet optique? L'effet optique? Qu'est-ce que... Ouais. Derrière, j'imagine, c'est pour une projection un peu, pour que en fait la matière se retrouve en suspens. Oui, c'est ça. Voilà, donc oui. Là aussi, si je vous décris un petit peu, là vous voyez peut-être qu'il y a une espèce de halo là, comme ça, de vibration. C'est aussi parce qu'il y a une réflexion, ça brille. Donc toutes les parties qui sont roses, violettes. Là, on voit le mur à travers, il y a un petit espace qui n'est pas peint. Et toutes les parties bleues, grises et jaunes, elles sont très mates. Et ça, c'est la dernière, où j'ai réintroduit beaucoup de gestes. Toute la partie grise est peinte donc de l'autre côté, sur le recto, ce qui lui donne un peu une couleur argentée, qui n'est pas en fait la couleur de la peinture, elle était plutôt grise un peu teintée. Et les parties vertes sont faites avec du pochoir, cette fois-ci beaucoup plus mat. C'est ma dernière peinture et j'en suis là. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces derniers. Encore des questions? Ah oui, j'aurais encore une question. C'est toujours ici. Ouais. Je voulais vous demander, parce qu'au début de votre conférence, vous avez parlé que vous atterrissiez dans cette ville où il y avait beaucoup de vert, beaucoup de gris. Et au fur et à mesure de la présentation, il y a des éléments du réel qui apparaissent, je trouve, dans votre peinture. Par exemple, les effets de vitres, ou enfin de mouillé, d'éléments du réel qui arrivent comme ça. Par exemple, l'idée qu'aussi il y a des dessins qu'on peut retrouver dans la rue avec cet effet de gomme. On pourrait croire que c'est de la bombe projetée. Enfin,
il y a tous ces effets qui rappellent certaines esthétiques, ou par exemple les peintures de carrosserie. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup d'images comme ça. Et du coup, je voulais vous demander, vous, est-ce que vous avez des références quand vous, est-ce que vous avez des images qui vous plaisent? Est-ce que vous avez des images qui vous disent des choses? Oui, tout. Tout. Je peux pas dire que quand je travaille, je dis je vais penser à ça ou je vais faire référence à telle chose. Non. Mais par exemple, quand je sors de mon atelier, après avoir passé plusieurs heures à fixer quelque chose, à faire des rapports de couleurs, à avoir un œil extrêmement attentif, d'ailleurs c'est une chose que je voulais vous dire et j'ai oublié, passer des heures comme ça à mettre des couleurs en rapport, quand je sors de l'atelier, je vois tout en peinture. Je fais des rapports de couleurs, mon œil le fait automatiquement entre les feux rouges, les phares des voitures, les couleurs des voitures, les bâches des camions, les arbres, la couleur du ciel, absolument tout. Donc oui, il y a des références, mais ça peut être tout, en fait. Bonjour. C'est là. Là. Oui. J'ai l'impression que vous passez du temps à raconter votre travail. Oui, ok. Et que vous avez un certain plaisir à ça. Et je me demandais si vous aviez une pratique de l'écriture, si ça vous intéressait de travailler aussi en édition. J'ai pas de pratique d'écriture, j'ai une pratique de lecture. Mais non, je n'écris pas. Merci. Tout à l'heure, vous parliez d'une musique que vous aviez écoutée, je crois, novembre, c'est ça? Et en fait, je trouve ça assez intriguant parce que je ne saurais pas comment expliquer, mais je trouve que vos peintures sont très sonores, dans le sens où je trouve qu'il y a ce côté très aérien, nuageux, avec des formes très floues et douces, et à côté, il y a ces traits qui sont très violents parfois, et du coup, j'imagine vraiment des sonorités... Enfin, je sais pas comment dire, mais toutes vos peintures, je les trouve très sonores. Et du coup, je me demande si vous avez déjà eu cette idée d'associer peut-être vos peintures à des sons, ou est-ce que vous-même, quand vous peignez, vous avez parfois cette idée C'est une idée intéressante. Non, je ne l'avais pas envisagée, mais je ne sais pas, pourquoi pas. Enfin, l'idée que l'impression que ça vous donne que c'est sonore, à mon sens, ça suffit. Je travaille sans musique. D'accord. J'ai une question. Comme vous dites qu'au début, votre peinture commençait par le dessin numérique. Après, vous travaillez sur surface et support. Du coup, je suis curieuse pour vous, c'est quoi la relation entre le dessin numérique de vous et la peinture où c'est à vous? Disons que les dessins numériques, au début, j'ai pensé que j'allais faire des œuvres avec ça, mais j'en ai tiré quelques-uns sur papier, mais la matière, malgré le fait que les impressions étaient de qualité, étaient soignées, il n'y a pas de matière, ça reste assez plat. Donc, d'une certaine façon, je m'en suis servi comme registre de forme et pas pour des œuvres en tant que telles, mais c'est pas exclu que j'y revienne en travaillant les deux ensemble. Le dessin numérique et puis la peinture peut-être par-dessus. Le problème que je rencontre avec cette idée, c'est que je recouvre tellement, mes peintures se transforment tellement, j'ai du mal à imaginer ce qui va rester du dessin numérique au bout de quelques temps de travail de peinture. C'est un peu ça qui fait que, pour l'instant, je n'ai pas encore réalisé ce projet, mais pourquoi pas, si à un moment donné, je trouve la façon. Merci. Je vais te poser une question. Est-ce que du coup, dans ton travail de peintre, qui est une question qui tient à la peinture, est-ce que c'est de faire image? Oui.
Mais justement, est-ce qu'il y a... Tout d'un coup, on a intercepté dans une discussion, parce que le problème, c'est que là, on a des images, mais en fait, qui ne relèvent pas d'une image de la peinture. Je n'ai pas compris la question. En fait, là, le problème, l'exposition est aussi un petit peu là pour ça. C'est parce que finalement, il y a toujours une image qui nous manque. Il y a celle de notre mémoire, de l'expérience physique, en tout cas avec les choses. Et puis là, en fait, bon, on n'a pas de peinture de toit. Mais néanmoins, on a une image. On a une image de ta peinture, en fait. Et la question par rapport à ça, c'est que justement, le problème, c'est de donner la bonne image de ta peinture, au-delà de faire image. Enfin, il y a, je ne sais pas, sans jeu de mots, etc., mais c'est peut-être l'un des problèmes de la peinture, peut-être davantage aujourd'hui, parce que... De la montrer sans qu'elle soit présente ? Bah oui, ouais, oui, ça engendre tout un tas de problèmes. Je suis obligée de vous la raconter. Hein. Ouais. En tout cas, vous n'avez plus qu'à me croire sur parole. Oui, moi aussi, ça me frappe. Je crois qu'il y a vraiment une différence de génération entre la génération, disons, de Martueri dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sort d'une tradition de la peinture abstraite où il était surtout question de ne pas faire image. Image était un mot péjoratif pour cette génération. Et c'est plus du tout le cas maintenant. Non, absolument. Et vos peintures sont abstraites et pourtant des images. Oui. Et ça, je pense que c'est pas un hasard que vous travaillez sur des tablettes numériques aussi, parce que c'est une toute autre technologie, c'est une toute autre sensibilité, et c'est très intéressant. Je vois ça chez beaucoup d'artistes aujourd'hui, et je suppose dans l'exposition aussi, mais on n'a pas encore eu le temps d'aller la voir. L'image n'est plus l'antagonisme de l'abstraction. Je trouve justement très intéressant. Je suis bien curieuse de savoir ce que les étudiants ont perçu de votre intervention, parce que il me semble qu'il y a moi, en tant qu'étudiante, je me rappelle bien de ces questions qui étaient posées justement et racontées par nos professeurs de support surface, de cette histoire de fin de la peinture et bien sûr, il ne parlait pas d'angoisse, mais enfin, quand on parlait du tragique tout à l'heure, c'est quand même cette angoisse du dernier tableau. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Et quand on a tout déconstruit de la peinture abstraite, qu'est-ce qu'il reste à peindre ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Et je pense que le mouvement support surface est complètement dans cette question-là. Mais en même temps, il s'est passé du temps depuis, et les artistes ont trouvé aussi d'autres biais. J'ai lu récemment cet article sur la peinture abstraite actuelle qui s'appelait la peinture, l'impureté de l'abstraction, quelque chose comme ça, avec toutes les influences qu'elles peuvent avoir du design, de la publicité, etc., du motif et de tout comment dire, il disait dans l'article, cet inconscient et ce rejeté de l'abstraction qui refait surface dans l'abstraction d'aujourd'hui, et de façon tout à fait avec des croisements dans tous les sens, et qui a été, qui je pense est une des directions qu'ont trouvé les artistes pour continuer à peindre. Vous parliez tout à l'heure de la peinture se meurt, je suis tellement pas d'accord avec ce titre. La peinture est extrêmement vivante aujourd'hui, il y a tellement d'artistes, et pas seulement des artistes kitsch, qui font de la peinture. L'abstraction se porte à merveille, à mon avis. Amélie, est-ce que vous petite dernière? Une petite question, ou plutôt une petite remarque en fait, parce que finalement, donc vous avez parlé de vos professeurs, support surface, et j'ai quand même l'impression que finalement, à un moment donné, je me suis posé la question si finalement votre travail c'était pas surface, et puis en même temps, quand vous avez montré les peintures sur ces nouveaux supports de polyester, je me suis dit qu'il était quand même question de profondeur, mais j'avais aussi le sentiment que c'était le contraire, enfin, c'est-à-dire une sorte de contre-profondeur. Je ne sais pas si ça peut exister, mais quelque chose qui serait une profondeur à l'envers, quoi, recto verso.
Donc il y a un phénomène comme ça de suspens, d'étirement dans une direction, puis dans une autre. Enfin, ouais. Et tout ça, est-ce que finalement, on n'arrive pas au point zéro, enfin, ou à cette limite comme ça que vous interrogez entre le support et la surface, finalement? Le point zéro, je vois pas ce que c'est. Le point zéro, ça serait quoi, la fin de la peinture? Tant que les peintres peignent... Non, ce serait peut-être la surface, du coup, le point zéro. Quoi. La surface, oui, mais c'est une question de surface, de toute façon, oui, absolument. Mais pour revenir à support-surface, justement, j'ai l'impression que les peintres de support-surface ne font pas tous la même chose. Ah, pas oui, du non, tout. absolument, oui. Et chez Viala, il y a de l'image. Mm-hmm. Alors que chez Deleuze, par exemple, il n'y a pas d'image, à mon avis. Sauf quand il fait des dessins, parce qu'il fait des images aussi. Ça, je ne connais pas son travail de dessin. Il peint il dessine des papillons, des... Ah bon? Ouais. Ah. Je suis curieux de voir. C'est vrai, juste pour rebondir, c'est vrai que Deleuze, il est dans le matériau. Mais après, ça revient aussi avec ce qu'on disait sur l'image par rapport à Matveri, en tout cas les modernistes. C'est bien le matériau peinture. C'est peut-être pas étonnant qu'on a des panneaux au bois à un moment donné dans le travail. Moi, je pense que le pivot, en tout cas pour la France, c'est Bernard Friese. Mm-hmm. Je pense qu'avec Bernard Friese, on a une peinture abstraite qui n'a pas peur de l'image. Oui, absolument. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Bon, merci. Merci.